Et si un simple terrain, en apparence abandonné, cachait en réalité un énorme bras de fer juridique contre l'État? C'est toute l'histoire de l'affaire du terrain oublié. Un véritable drame judiciaire qui va nous plonger au cœur d'un concept légal assez complexe, le domaine privé de l'État et surtout les limites de son pouvoir. Alors, au centre de cette histoire, on a quoi? Une jeune avocate qui ne lâche rien, un terrain d'une valeur inestimable en plein cœur de la ville, et un projet de l'État qui cache bien son jeu. Les enjeux, ils sont tout simplement colossaux, et la bataille, elle, s'annonce vraiment redoutable. Acte 1. Faisons connaissance avec notre protagoniste, Maître Aya Traoré, une avocate tenace, spécialiste du droit foncier. Son attention est tout de suite captée par le terrain 713. C'est une parcelle qui vaut de l'or, en plein centre, et l'État la convoite pour un grand projet de logement. Mais voilà, une question la taraude. À qui appartient vraiment ce terrain? Ok, petit arrêt sur image, un point juridique, mais c'est essentiel pour bien comprendre la suite. Le domaine privé de l'État, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est assez simple. L'État possède, disons, deux types de propriétés. D'un côté, il y a le domaine public, les routes, les parcs, bref, tout ce qui sert à tout le monde. Et de l'autre, il y a des biens qu'il gère un peu comme n'importe quel propriétaire, des bureaux, des forêts ou, justement, des terrains à vendre. Eh bien ça, c'est son domaine privé. Et voilà la question cruciale qui va guider toute l'enquête d'Aya. Pour percer le mystère du terrain 713, elle doit absolument remonter à l'origine de la propriété. Comment cette parcelle, si précieuse, a-t-elle bien pu tomber entre les mains de l'État? Bon, en général, l'État peut acquérir un bien comme tout le monde, en l'achetant ou en le recevant par une donation ou encore un héritage. Mais en fouillant dans les archives, Aya écarte très vite ses trois premières pistes. Il ne reste alors qu'une quatrième option, une option bien plus particulière. Et c'est là qu'Aya fait une découverte absolument stupéfiante. Il y a 50 ans, l'État n'a pas acheté le terrain. Non, il l'a simplement déclaré vacant et sans maître. En clair, il a décrété que la parcelle était abandonnée, sans propriétaire connu. Un coup de tampon et hop, le terrain lui appartenait. Coût de l'opération, 0. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Aya, en creusant, retrouve la trace d'un certain Monsieur Diop, un homme âgé qui détient les vieux titres de propriété de sa famille. L'État avait déclaré la succession en déshérence, un joli terme juridique pour dire sans héritier connu. Sauf qu'il y en avait un. Et là, d'un coup, ce dossier froid et administratif prend un visage humain. Face à un héritier légitime qui refait surface, on pourrait se dire que l'affaire est pliée. Mais ce serait mal connaître l'État et les outils juridiques surpuissants dont il dispose. La bataille ne fait que commencer. Et là, l'État sort son arme la plus redoutable, l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le principe est simple, si un projet est jugé d'intérêt général, l'État peut forcer un propriétaire à lui vendre son bien, même contre son gré. La seule condition, c'est de verser une juste et préalable indemnisation. La machine est lancée. D'abord, le ministre compétent publie un acte qui déclare le projet d'utilité publique. Ça, c'est la phase administrative. Ensuite, si M. Diop refuse l'indemnité proposée, un juge peut intervenir et forcer la vente. L'étau se resserre dangereusement. Mais ce n'est pas tout. L'équipe juridique de l'État a une autre carte dans sa manche. Un argument surprise. Ils vont attaquer M. Diop sur un autre terrain, celui de son inaction passée. Et voilà leur deuxième argument, peut-être encore plus terrible. La loi permet à l'État d'exproprier un terrain en ville qui n'a pas été développé par son propriétaire depuis un certain temps pour l'utiliser à des fins économiques ou sociales. En gros, le message de l'État, c'est « puisque rien n'a été fait sur ce terrain, nous, on va le prendre pour faire quelque chose à la place ». Le chiffre qui fait mal, 5 ans. Après seulement 5 ans sans construction sur un terrain urbain, l'État peut lancer cette procédure. Et le terrain de la famille Diop, lui, est resté en friche pendant des décennies. L'argument semble imparable. Monsieur Diop est dans une situation quasi impossible. On arrive au climax de l'histoire. Tout se joue maintenant au tribunal. Maître Aya Traoré doit trouver la faille, le grain de sable dans l'argumentaire en béton armé de l'État. Elle prépare sa contre-attaque. La stratégie d'Aya est incroyablement audacieuse. Elle ne va pas contester la procédure en elle-même, non. Elle va attaquer son fondement, sa raison d'être. Son argument choc, le projet d'intérêt public est une imposture. Elle a découvert que les fameux logements sociaux ne sont qu'une façade pour une opération immobilière privée très juteuse, menée par un promoteur bien connu des services du ministère. La manœuvre est simple, mais diablement efficace. D'un côté, le but officiel, celui qu'on affiche, des logements pour la collectivité. De l'autre, le but caché, revendre le terrain à un promoteur privé pour un profit maximal. Et c'est précisément le rôle du juge de vérifier si l'utilité publique est bien réelle ou si ce n'est qu'un prétexte. C'est là qu'Aya sort sa dernière carte, un principe juridique fondamental que l'État a peut-être un peu trop vite oublié, le droit de rétrocession.
C'est le garde-fou ultime, la protection du citoyen face à l'État. Alors, ce fameux droit de rétrocession, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un principe simple mais fondamental. Si l'État exproprie un terrain pour un projet bien défini, mettons un hôpital, et qu'au final cet hôpital n'est jamais construit, l'ancien propriétaire a le droit de réclamer son terrain. C'est une garantie en fait. Ça prouve que l'État ne peut pas juste prendre un bien pour ensuite en faire n'importe quoi. La manœuvre est donc complètement illégale. Le juge est convaincu. L'argumentaire d'Aya a fait mouche. Il constate que le but d'utilité publique n'était qu'un leurre et que toute cette procédure visait en réalité à enrichir un particulier. La décision tombe, nette et sans appel. La procédure d'expropriation est annulée. La leçon de cette affaire est absolument fondamentale. Oui, l'État a des pouvoirs exceptionnels pour agir dans l'intérêt de tous. Mais ce pouvoir n'est pas un chèque en blanc. Il s'arrête là où commence le respect de la loi et du droit de propriété, qui est quand même l'un des piliers de notre société. Au final, cette histoire nous laisse avec une question essentielle. Entre les besoins de la collectivité et les droits de chaque individu, où place-t-on le curseur? Trouver cet équilibre, toujours fragile, reste sans doute le plus grand défi de toute société. Merci d'avoir suivi cette analyse.